Et coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où il est grand temps que nous fassions le point sur mes lectures du mois de mars. Je filme cette vidéo extrêmement tardivement, mais du coup très proche à mon avis pour vous de la sortie de celle-ci, puisque nous sommes actuellement le mercredi 22 avril. Voilà, et si tout se passe bien, je vous sors cette vidéo dimanche. Voilà. Donc j'ai des lectures qui datent pour la certaine d'il y a plus d'un mois et demi. Donc comme d'habitude, vous allez voir que mes premières lectures du mois de mars vont être... mes avis lectures du mois vont être un peu rapides parce que mes souvenirs ne sont plus très présents. Mais je tiens tout de même à noter que j'ai pas mal lu au mois de mars puisque je vais vous présenter 9 livres que j'ai lus sur ce mois. Donc je suis quand même pas peu fière de moi. C'est pas mal du tout, 9 livres. Quand même, ça fait un peu plus de 2 par semaine. À mon rythme, pour moi, c'est hyper chouette. Pour certains, ça sera peut-être pas beaucoup. Pour certains, ça sera peut-être énorme. Je vous rappelle que, comme d'habitude, la lecture, c'est pas un sport. C'est pas à qui fera le mieux, à qui fera plus. On s'en fout. Hein, vraiment, le but du jeu, c'est de vous faire kiffer. Et vous allez voir, j'ai eu des très très bonnes lectures au mois de mars. Il y en a certaines, ça l'a moins bien fait. Mais en règle générale, le mois de mars, ça a été quand même un bon... Ça a été un bon cru. Ça a été un bon cru, le mois de mars 2026. Du coup, je vous propose que sans plus tarder, nous nous attaquions à la lecture que j'ai terminée en tout début mars, puisque je l'avais commencé en février, terminé au mois de mars. Il s'agit de The Bone Season, le tome 1. C'est écrit par Samantha Shannon, j'ai bugué, par Samantha Shannon aux éditions de Saxus. C'est un livre qui m'avait été imposé via la roulette Twitch. Maintenant que je vous l'ai présenté vraiment, et vous l'avez vu en action en vlog, vous n'avez plus d'excuses pour me dire que vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de roulette Twitch. Mais donc du coup, voilà, il m'avait été imposé sur Twitch. En tout cas, j'avais pas forcément prévu de le lire à ce moment-là. Vous en avez décidé autrement sur Twitch, je l'ai donc lu à ce moment-là et c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un petit peu de temps à le lire, c'est pour ça qu'il s'est vraiment étalé sur les mois de février et mars parce que c'est quand même une lecture qui est assez dense, qui demande beaucoup de compréhension et qui demande, et c'est ce que Clems me disait et je suis totalement d'accord avec elle, dites-moi à ceux qui l'ont lu si vous êtes assez d'accord avec ça, mais c'est pas un livre que vous pouvez picorer comme ça en lisant un chapitre par-ci, un chapitre par-là, puisque c'est quand même relativement dense comme je vous le disais et ça mérite d'avoir des bonnes sessions lecture dessus, d'avoir quand même le temps d'enchaîner 2, 3 au moins chapitres pour vraiment rentrer dedans, comprendre tout ce qui vous est amené parce que c'est quand même quelque chose... Ouais, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte et à comprendre qui sont plus ou moins claires au début, qui se décomplexifient au fur et à mesure de votre lecture, mais qui au début, on est là... Quoi? Du coup, ici, on est sur un roman de science-fiction puisqu'on est en 2059, j'avais plus la date exacte, puisqu'ici on est en 2059 dans une Angleterre futuriste, il me semble que c'est l'Angleterre, oui parce qu'on nous parle d'Oxford, je suis con, on est dans une Angleterre futuriste où on va suivre notre personnage principal, Paige, qui fait partie de la pègre, puisqu'elle a une sorte de pouvoir, je sais plus comment ils sont appelés, vraiment j'ai plus les termes, c'est vraiment fabuleux. Tatata pipapoum, pipapou papapou, je sais plus comment ils sont appelés, mais bref, elle a une sorte de pouvoir et c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté. Les personnes qui ont ces pouvoirs-là sont un peu chassées et enfermées, on va dire. Enfin, vraiment, vous êtes considérés comme des parias si vous avez des pouvoirs. Donc elle va appartenir à la pègre, là où les personnes qui ont des pouvoirs peuvent un petit peu régir leur monde, mais donc vraiment de façon totalement illégale. Donc Paige, elle fait partie de cette pègre jusqu'au jour où elle va se faire arrêter et au lieu de juste se faire enfermer, elle va être amenée dans une sorte de Oxford parallèle où on comprend que tous les 10 ans sont ramassés des gens comme elle, pas que, mais surtout des gens comme elle qui ont des pouvoirs, à un destin beaucoup plus grand qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre quand elle vivait encore à Londres, hein, je crois qu'initialement elle est dans l'équivalent de Londres. Et donc, tout son monde qu'elle pensait connaître, dans lequel elle pensait qu'elle était vouée à rester dans la pègre toute sa vie, à vivre un petit peu en cachet avec ses pouvoirs, et bien finalement, quelque chose de bien plus grand, et on a un côté SF très prononcé qui vient vraiment prendre le pas sur l'histoire, et du coup, Paige va comprendre qu'elle a un rôle à mener, et que surtout des entités bien plus grandes, bien plus large que les petites autorités des forces de l'ordre de Londres ont quelque chose qui régit le monde. Bref, mon résumé n'est pas clair du tout, mais ça fait longtemps et c'était dense, ok? Parce que ouais, tout cet univers justement des gens qui ont des pouvoirs, le style de pouvoir, il y a des catégories en fait. Vous pouvez appartenir pour ceux qui ont des dons, ils appartiennent à tel ou tel type de catégorie, mais après dans les catégories, il y a des sous-catégories on va dire, et Paige elle est encore un peu particulière parce qu'elle appartient à une catégorie où elle est la seule connue
actuellement à avoir ce don-là particulièrement. Donc elle a une particularité vraiment qui lui est propre. Ça veut dire sa particularité, Marie. Mais bref, elle est vraiment hors jeu, quoi. Elle est encore plus mieux. C'est le nec plus ultra, parce qu'elle a un profil visiblement qui est très recherché par ses forces presque divines, finalement, qui régissent ce monde un peu parallèle du vieil Oxford. Bref. Et c'était très chouette. J'ai vraiment beaucoup apprécié, mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire, comme je vous disais, parce que j'ai eu du mal à me trouver des vrais créneaux de lecture. Ce qui fait que du coup, les 150 premières pages où vraiment j'assurais pas mal ma lecture, c'était vraiment dur, parce que c'est là où justement nous a expliqué plus ou moins tout cet univers de dons, pas de magie mais presque, où Samantha Shannon pour moi c'est là où elle est pas très douée là-dessus. Alors le livre est fabuleux, j'ai adoré, mais Samantha Shannon déjà dans le Prieuré de l'Oranger c'était déjà le cas où il y avait 100 pages au moins qui étaient un peu douloureuses, où tu dis putain je suis pas sûre de comprendre tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'informations, c'est ça, elle nous bourre le crâne de beaucoup d'informations qui sont plus ou moins claires. Et j'avoue que les 100 premières pages, j'étais là, ouais, c'est fastidieux quand même, on est fastidieux. Mais après, une fois que le système est bien rentré, ça déroule tout seul. Il se passe plein de choses, il y a des retournements de situation, on n'ose pas faire, enfin de mon côté, il y a des moments où je commençais à faire un peu confiance à un tel ou un tel, mais je me disais à tout moment je vais m'en mordre les doigts parce que lui il va retourner sa veste et puis ça va me déplaire parce que je m'y suis attachée, ou à l'inverse, on est là, toi je te fais pas confiance, toi t'es bizarre. Et puis finalement c'était des personnes auxquelles on pouvait un peu plus se fier, donc j'aime bien le fait qu'elle joue comme ça avec les a priori et les attentes qu'on peut avoir des personnages. Paige c'est un personnage que j'ai trouvé relativement chouette. Ça n'a pas été mon personnage vraiment où j'étais en mode waouh, mais quelle héroïne de folie, mais je l'ai trouvée assez attachante. Loin d'être bête, on est sur une nana qui est relativement adulte et mature dans ses réflexions, donc ça fait plaisir aussi. On sent qu'on est sur de la fantasy, de la SF adulte dans tous les cas, donc ça c'est très très cool. Et je suis très très curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que la fin de ce tome 1, en fait il se passe tellement de choses. Le bouquin n'est pas forcément immense non plus, hein. Il fait quoi ? On est sur un bouquin qui fait 600 pages à peu près, et il se passe énormément de choses pour un simple tome 1, et pour l'instant en VF, et je crois que de toute façon la VF a rattrapé la VO, on est à 5 tomes sortis me semble-t-il, mais il me semble que c'est prévu en 7 tomes, donc on a encore au moins 2 tomes à sortir, et là vu tout ce qui se passe, je me dis punaise mais qu'est-ce qui va se passer dans les 6 autres tomes qui me restent à découvrir, sachant que là déjà il se passe énormément de choses, mais j'imagine ça ouvre un champ des possibles sur les proportions que peuvent prendre cette histoire, qui est quand même assez impressionnant, et je suis très très curieuse parce que j'aime quand même la plume de Samantha Shannon. En fait pour moi c'est ça, c'était pareil pour le Prieuré de l'Oranger. Une fois qu'on arrive à franchir cette montagne dès le début de la compréhension de l'univers, une fois que c'est clair ça et qu'on a compris, ça se déroule. Et c'était ça sur le Prieuré de l'Oranger, c'est ça ici je trouve dans The Bonne Season. Donc faut s'accrocher au début où tu dis punaise je peine, mais après la vue elle est imprenable. Donc là j'ai juste envie de profiter de la vue. Écoutez, j'ai juste avec ce premier tome la vue qui est en face de moi, et avec les tomes suivants je pense que je vais juste me tourner et découvrir la vue d'un point de vue panoramique pour en découvrir encore plus de cet univers. Donc je suis très curieuse de découvrir cette suite. Ensuite j'ai lu au mois de mars un service de presse et je suis très contente. Mais il me semble aussi que c'était la roulette. Il me semble qu'aussi c'était un choix de roulette, donc je l'ai pas choisi. On me l'a imposé. Il s'agit de Behind the Crimson Curtain. C'est écrit par E.B. Golden, publié aux éditions Calix. Comme je vous dis, c'est un service de presse. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé, puisque, encore une fois, écoutez, pour moi, Calix, ça marche. Il n'y a pas à dire, je crois... Non, c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Je n'ai jamais été déçue d'un roman de chez Calix. J'en ai déjà lu 5-6, je dirais. Donc c'est pas mal, j'ai pas tout lu. J'en ai encore dans ma palle. Je comptais ça juste avant de commencer à tourner. D'ailleurs, en tout et pour tout, chez moi, j'ai 9 romans de chez Calix, mais 11 au total, puisque j'en ai 2 que j'ai lus, mais en version en VO. Donc sur les 11 romans de Calix que j'ai, je les ai, déjà, j'en ai lu, combien je disais ? J'ai déjà oublié. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai lu 5, donc j'en ai lu à peu près la moitié. Les 5 ont été des bonnes lectures, voire des très bonnes lectures, voire un coup de cœur. Mais ça sera pour le mois prochain. Mais donc vraiment... ça ne rate jamais. Donc j'ai très hâte pour les 6 qui me restent à lire, parce que... mais à chaque fois, ça marche du fait de Dieu. Et là, c'est le cas. Ceci dit, je pense que celui-ci, j'ai mis un petit peu plus de temps à rentrer dedans, puisque c'était... enfin, je sais pas. L'univers peut-être m'a un poil moins parlé au début, et pourtant, il est vraiment très très chouette. Ici, on est... je crois qu'on est dans un univers complètement fantastique. J'ai un doute sur le fait qu'on soit dans notre monde réinventé. Non, pas du tout. On est vraiment dans un univers fantastique, enfin dans un monde inventé, où on va suivre Firine. Elle vit avec son père, et elle a un pouvoir un peu particulier où elle peut changer d'apparence. Et elle est élevée par son père, qui va l'élever
pour devenir une arnaqueuse. Lui-même est arnaqueur, hein, son père, et a cette même capacité-là de savoir changer d'apparence. Donc du coup, ils vont avoir pour but d'arnaquer les gens pour se créer un train de vie, parce qu'ils vivent dans une ville où vraiment tout est très pas catégorisé, je cherche le mot. C'est compartimenté, les quartiers sont très compartimentés, donc il y a vraiment le quartier des nobliaux, le quartier des très riches, le quartier des commerçants, le quartier des pauvres, vraiment, et eux ils vivent dans ce bas quartier, dans les bas quartiers comme ça, donc ils ont qu'une seule envie, c'est d'essayer de... Enfin, son père a vraiment beaucoup d'ambition pécuniaire, et le but du jeu justement c'est que tous les deux, à force d'arnaquer des gens, ils arrivent à se payer un ticket de bateau pour quitter un pays dans lequel vraiment ils ont aucun avenir finalement, donc ils veulent quitter ce pays et aller dans un autre pays, un pays voisin. Finalement, l'herbe a toujours l'air plus verte à côté, c'est un peu l'idée. Donc on suit dans le passé, parce que ça c'est dans le passé, Firine jeune avec son père, où il lui apprend justement à manier son don, à savoir incarner des personnages, donc après finalement jouer la comédie, puisque elle va avoir plusieurs personnages phares, et il faut que chacun de ces personnages dont elle prend l'apparence, elle lui donne une personnalité, elle lui donne des mimiques, enfin elle lui donne vraiment une personnalité, une prestance quoi. Et on va suivre Firine après dans le présent, et un jour Firine elle va découvrir le théâtre. Le théâtre, ça va être une grande découverte pour elle. Elle va réussir à se glisser comme ça dans les coulisses du grand théâtre de la ville, où elle va regarder de façon complètement cachée une pièce de théâtre. Et ça va être une révélation pour elle. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Bregan. Qui lui aussi était en même temps qu'elle dans les coulisses en train de regarder pareil cette pièce de théâtre. Alors tous les deux n'avaient pas le droit d'être là vraiment, et ils vont du coup apprendre à se connaître. On apprend que Bregan il fait partie d'une troupe de théâtre clandestine qui du coup joue de façon totalement illégale. Et du coup, Firine, qui elle-même vient de découvrir une passion pour le théâtre, va se greffer, va côtoyer Bregan, va commencer à apprendre à connaître cette troupe de théâtre, à prendre goût à l'art de jouer, et vraiment trouver un intérêt énorme. Ça, c'est dans le passé, et va être contrebalancé ce point de vue du passé avec un point de vue du présent, où on retrouve Firine, et d'ailleurs le livre commence comme ça, on retrouve Firine devant un cadavre. Et on sait pas, enfin c'est une nana, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé. Mais Firine est enfin heureuse parce qu'elle va pouvoir payer son billet de bateau pour quitter le pays. Sauf que le jour où elle décide de partir, où ça y est, elle a l'argent, elle peut prendre ce bateau, sachant qu'elle se cache parce qu'on comprend qu'elle est recherchée par les autorités. On sait pas trop pourquoi, mais elle comprend. Mais le jour où elle peut enfin prendre le bateau, va y avoir un coup d'état qui va être fait, et justement les pauvres, les commerçants vont se rebeller contre les autorités, contre le gouvernement mis en place qui les opprime complètement. Et Firine va recroiser Bregan, et on comprend que ça fait des années qu'ils ne se côtoient plus, sauf que quand elle le croise, elle n'est pas sous son apparence de Firine telle qu'il l'a connue, et elle se dit mais en fait... Finalement, elle pourra plus prendre ce bateau parce que le bateau est parti depuis belle lurette quand elle est de nouveau disponible pour aller le prendre. Et finalement, elle se dit, est-ce que c'est pas le moment pour moi, justement vu que je n'ai plus d'option, de rejoindre cette troupe de théâtre que je n'ai pas pu rejoindre dans le passé. Et donc, au fur et à mesure de cette lecture, on va alterner les points de vue de Bregan et les points de vue de Firine, et aussi le passé et le présent, ce qui fait que ça va être un peu pêle-mêle, qu'on va réussir à rallier toute l'histoire, de savoir ce qui s'est passé depuis leur enfance, ou surtout l'enfance de Firine, parce que Bregan, lui, on commence à le suivre à partir du moment où Firine et lui se connaissent. Firine, on commence à la suivre bien avant. On comprend son enfance, on comprend son éducation très particulière, on comprend le contexte dans lequel elle a grandi, ensuite ce qui s'est passé avec Bregan, pourquoi pendant des années ils ne se sont plus côtoyés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant ce temps-là, quels ont été les retournements de situation de leur vie, et maintenant, dans le présent, qu'est-ce qui se passe pour eux. Et Bregan, lui, par exemple, va devenir extrêmement important dans la rébellion qui est actuellement mise en place auprès du gouvernement. On va avoir un gouvernement qui va devoir se reconstruire avec beaucoup de complots. Bref, c'était vraiment très très complet. Au début, en fait, je pense que ce qui m'a perdu, c'est ce côté un petit peu décousu de passé, présent, Firine, Bregan, où j'étais là... Ok, à chaque fois c'est clair, on nous dit au début du chapitre qui on suit et à quel moment on est. Ça, c'est pas le souci. Mais j'avais ce petit moment de... Alors attends, parce que là, le chapitre que je viens de lire, c'était Firine au présent, mais là, maintenant, je suis sur le Bregan du passé. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'était, lui, la dernière fois que j'étais sur le Bregan du passé, je l'avais laissé où, il s'était passé quoi. Donc c'est un petit peu un puzzle comme ça que vous devez remettre en place chapitre après chapitre, donc ça peut être un peu confusant, mais au final je trouve que ça marche vachement bien, puisque on émet des théories en se disant, ah tiens attends, parce que dans le passé, Fyrine elle nous disait ceci, cela, là dans le présent, Bregan il nous dit ceci, cela, ça se trouve c'est là, et en fait quelques chapitres plus tard, on va arriver à justement ce moment de blanc que vous avez, qui va permettre de mettre en peinture ce que vous avez pensé, et vous vous rendez compte qu'en fait votre théorie, mais elle est pas du tout au point. Bref, c'était vraiment très très chouette. Ça se termine, c'est une duologie, donc c'est un premier tome de duologie. Donc je suis contente parce que il y a déjà la moitié du boulot de fait. Ça c'est bien, dans mon avancée des sagas, c'est une saga de commencer certes, mais la moitié est faite, donc c'est déjà pas mal. Et je suis curieuse, je pense que duologie c'est très bien. Au-delà, ça aurait été trop, parce qu'il se passe déjà énormément de choses dans ce bouquin, alors qu'il n'est pas pareil, hein, il n'est pas immense, mais il se passe beaucoup de choses, et je suis très curieuse de voir de ce qui va découler de la fin de ce tome 1, parce que nos personnages, je me suis attachée à nos personnages. Vraiment, je les trouve très, très bien construits, pas forcément appréciables parce qu'ils sont très nuancés. Ils vont faire des choses que l'on comprend, ou des choses personnellement où je comprends le résultat qui était souhaité, mais j'approuvais pas du tout la façon de faire. Donc c'est des personnages qui sont très gris, et ça j'aime beaucoup. Bref, franchement, si vous aimez tout ce qui est complot, le théâtre c'est pas... On nous vend, je trouve, un peu trop le côté théâtre, vraiment c'est ça qui est mis en... C'est un contexte en fait. On va avoir cette troupe de théâtre qui est toujours un petit peu omniprésente, mais c'est clairement pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ça va vraiment être cette rébellion, ce gouvernement à remettre en place, et surtout Fyrine, qu'est-ce qu'elle est, pourquoi elle a cette capacité avec son père, pourquoi ils ont cette capacité à changer d'apparence, sachant que c'est un don qu'ils cachent de tous. Donc quel est ce mystère? Je vous laisserai lire le livre pour le découvrir. Personnellement, ça a été un grand oui, et j'ai très très hâte de lire la suite aussi pour celui-ci. Ensuite, je passe à la lecture commune du mois que nous avons fait du coup au mois de mars. Il s'agit des Fêlures de Wakefield Manor. C'est écrit par S.A. Yarmand et c'est publié aux éditions Hurlevent, comme d'habitude pour l'autrice. Et de mon côté, c'était le premier livre de l'autrice, et c'est surtout que je suis très contente d'avoir relu un livre de la maison d'édition, puisque à part un livre qui m'a pas convaincue de chez eux, à chaque fois ça a été une superbe lecture, et ici c'est ma lecture préférée du mois. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça a été ma meilleure lecture du mois de mars. On est en quelle année? On est en 1910 en Angleterre, et on suit Honoria qui vient tout juste d'être veuve. Elle vivait avec son mari qui est décédé en France. Il vivait en France puisque sa mère est anglaise, son père était français, son père est décédé, et le médecin qui soignait son père est devenu son mari. Donc il vivait en France avec son mari décède, et Honoria et sa mère, du coup toutes les deux veuves, n'ont plus d'accroche en France et décident de rentrer en Angleterre. Honoria, elle a perdu l'amour de sa vie, elle était follement amoureuse de son mari, elle voulait fonder une famille avec lui, sauf que ça n'a pas pu se faire, et même Honoria, maintenant, on comprend qu'elle n'est plus en capacité d'enfanter, donc elle se retrouve toute seule, sa mère est encore en train de vivre un petit peu son deuil, Honoria elle est en plein deuil, bref, l'ambiance à la maison, elle est pas dingue folle. Honoria, elle, ce qu'elle adore faire, c'est éduquer, enseigner. En France, elle était maîtresse, l'équivalent de maîtresse. En Angleterre, là, elle arrive un petit peu à avancer dans son veuvage. C'est compliqué, son deuil se fait lentement, mais il se fait. Et elle a besoin de s'occuper parce que sa mère est une petite nobliote. Du coup, au niveau financier, elles ont pas de soucis, mais Honoria, elle devient cinglée en fait, à rien faire de ses journées, à pas avoir un seul but pour lequel se lever le matin. Donc elle va aller dans un village un petit peu reculé, qui est pas loin de la maison où elle vit avec sa mère. Un village où on comprend que les enfants n'ont pas d'éducation, ils sont là pour aider à la ferme, mais du coup, ils n'ont pas le b.a.-ba de l'éducation, ils ne savent pas compter, ils ne savent pas lire. Et Honoria, du coup, va se donner pour objectif d'éduquer ses enfants, de leur enseigner les basiques, et voilà, elle retrouve un petit peu cette dynamique-là, elle retrouve sa joie de vivre grâce à ça, jusqu'au jour où elle va trouver une annonce pour, je sais plus trop comment elle tombe dessus, mais bref, elle va voir que une annonce se fait pour devenir gouvernante pour les enfants d'une famille de nouveaux riches un petit peu, parce qu'ils sont pas nobles, mais c'est une famille qui a fait fortune, du coup qui vit à Wakefield Manor, qui ont 2 enfants pour lesquels ils recherchent une gouvernante pour finir leur éducation. Et Honoria se dit c'est l'occasion de reprendre un petit peu du poil de la bête. Gouvernante, c'est quelque chose qui me plairait bien. Sa mère est totalement contre parce qu'elle est là, mais toi-même ma fille, tu es noble, tu ne vas pas devenir gouvernante. Honoria, elle est là, ouais mais
j'ai besoin d'un objectif dans ma vie. Là, le village dans lequel je vais enseigner, finalement, les enfants maintenant n'ont plus vraiment besoin de moi, donc j'ai besoin de retrouver de continuer d'avoir ce but dans la vie d'enseigner, parce que c'est là qu'elle trouve son bonheur, comme je vous disais. Elle va rejoindre Wakefield Manor, qui est dans une région un peu vraiment plus lointaine que où elle vit avec sa mère, donc elle va se retrouver un peu toute seule là-bas. Mais elle va vraiment se prendre d'affection pour les 2 enfants auxquels elle va devoir enseigner, continuer l'enseignement. Elle va vraiment se prendre d'affection pour eux. Il y a 4 enfants au total dans cette maison. On a 2 grandes sœurs et les 2 derniers, donc une fille et un garçon, auxquels elle doit enseigner. La plus grande, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est. La plus grande des sœurs, je crois que c'est celle avec laquelle elle devient amie. Et la deuxième, c'est celle qui est très proche de sa mère, la mère qui est très bizarre, qui est alitée, qui bégaye très fort, ça c'est pas bizarre, elle est bègue, mais qui est alitée, qui est très faible, on comprend qu'elle vient de perdre un enfant, donc pas facile, mais elle a une emprise, la mère, qui est sur la famille, qui est très particulière. Elle est très proche de cette deuxième fille, qui est vraiment le cliché de la nana de l'époque, qui voulait absolument plaire aux hommes, qui vraiment la petite fille à sa maman, mais elle est exécrable cette gamine, et encore quand je dis gamine, elle est plus toute jeune non plus, elle est ado. Elle est exécrable, bref, et va y avoir le père de famille qui, lui, on comprend, a perdu son frère jumeau, et depuis qu'il a perdu son frère jumeau, n'est pas le même homme quand même. Il y a une ambiance particulière, il y a des tableaux où toute l'existence du frère jumeau a été effacée. Il y a toute une aile du manoir qui est inaccessible, qui était l'aile du manoir où vivait le frère jumeau. Donc bref, il y a une ambiance un petit peu particulière entre ce frère jumeau qui est décédé, et suite à ça, d'ailleurs, le frère a complètement quitté l'entreprise, et ne travaille plus, en fait, il n'arrive plus à gérer ça. Donc on a ce deuil du frère jumeau qui n'arrive pas à être dépassé, on est toujours là. Et cette mère qui est finalement très peu là physiquement, en tout cas pour une bonne partie du roman, elle est très peu là physiquement parce qu'elle est alitée, mais elle est quand même là parce qu'elle régit beaucoup de choses. Et Honoria, du coup, au-delà de l'enseignement qui va bien se passer, elle va être très curieuse de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe avec la mère, et surtout va commencer à se mener une relation entre le père de famille et Honoria, qui vont avoir une relation amoureuse, hein, tous les deux. Ils vont s'aimer, la mère va être au courant, et va en découler beaucoup de choses, et Honoria va vouloir découvrir ce qui se passe dans ce manoir. Il se passe des choses bizarres, on ne dit pas tout, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, elle apprendra l'existence de quelqu'un d'autre qui a l'air de complètement être effacé de la tête de plusieurs personnes alors que c'est quelqu'un d'important. Bref, il y a beaucoup de zones de secret. Et Honoria, du coup, va se dire, il est important que je comprenne ce qui se passe. Il y a des zones d'ombre, en fait, dans ce manoir. Il faut que j'apprenne ce qui se passe. Et elle va, du coup, apprendre effectivement ce qui se passe. Et c'était tellement bien. C'est ça que j'aime bien avec Hurlevent. C'est souvent ça que je retrouve dans leurs romans, et j'adore ça. C'est des romans d'ambiance. Parce que là, on est sur c'est des romans d'ambiance historiques. Ma vie, j'adore. Là, on est donc dans cette Angleterre reculée, on est dans quelle région? Les Cotswolds. J'ai aucune idée de où c'est, mais de ce que je comprends, on est un peu loin de tout. Genre le village, en plus le village qui est pas si loin que ça du manoir, la famille du coup où travaille Honoria n'y va jamais. Donc vraiment, ils vivent quasiment en autarcie dans leur manoir. Donc déjà, ça c'est un peu malsain. Cette mère qui est alitée mais qui régit quand même beaucoup la vie de famille, cette relation amoureuse qui va se faire entre le père et Honoria qui est cachée, du coup on sait que c'est une relation qui ne devrait pas exister, la mort de ce frère jumeau qui est tu mais qui est su de tous, enfin il y a une ambiance particulière, et Honoria, elle arrive un peu au milieu de cette famille qui redécouvre en plus la façon de vivre d'une famille telle qu'il ne l'avait jamais connue, puisque la mère pose une ambiance dans cette famille vraiment qui est lourde. On a l'impression que c'est une famille qui s'aime pas, qui se connaît pas. Honoria, elle arrive là, elle donne un vent de fraîcheur, mais elle met un grand coup de pied dans la fourmilière de ce manoir qui tournait pas, qui était malsain. Mais il va se passer tellement de choses, il y a beaucoup de retournements de situation, enfin pas de retournements de situation, il y a énormément de révélations. Et plus ça allait, plus j'étais en mode, ah ça va pas bien, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et j'ai adoré cette fin, j'ai adoré la fin. Vraiment, j'ai refermé ce bouquin en disant putain c'était bien. Et ça j'adore refermer un bouquin, vraiment, et je me pose pendant 2-3 minutes et je regarde mon mur et je refais en images du coup ce que j'ai imaginé du roman, mais je me refais le film du roman, et c'était vraiment très bien. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ça m'a permis de découvrir La Plume de S.A. Yarmond, que j'ai vraiment adoré ici. J'avais un peu peur parce que mon amie Émilie de la bibliothèque d'Emilia, je sais plus si c'était sur celui-ci, non, c'était Le cœur singulier d'Emily Davis,
de Millie Davis, pardon, qu'elle avait pas aimé. Elle avait pas aimé la plume, justement, qu'elle trouvait parfois trop détaillée sur des détails. Personnellement, j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas ici, donc je suis contente. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume, l'ambiance qu'elle a instaurée, et je suis très curieuse de découvrir les autres romans de l'autrice, enfin les autres. Si, j'en ai. J'ai tous ces romans dans ma palle, Les Brumes de Glen Hollow et Le cœur singulier de Millie Davis, justement. Donc je suis très curieuse de découvrir le reste de ce qu'elle a pu écrire. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très bonne lecture. Je ne peux que vous encourager à le découvrir si vous aimez les romans historiques à ambiance. Vraiment, vous serez servis. Dans un tout autre registre, mais toujours en lecture commune, j'ai aussi découvert au mois de mars le premier tome de la saga des gemmes. Donc ici, Rouge Rubis, c'est écrit par Kerstin Gier. C'est publié dans cette vieille édition aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Je crois que c'est comme ça. C'est une très vieille édition, elle doit avoir au moins 10 ans. C'est une saga qui a été rééditée l'année dernière par Milan justement, avec des sublimes couvertures. Si la Marie du montage y pense, je vous mettrai les couvertures à l'écran quelque part, les nouvelles couvertures, mais elles sont très chouettes. Moi j'ai les vieilles couvertures avec les affiches de films parce que ça a été adapté en film. Ici, on est de façon contemporaine, mais bon, il y a 10 ans du coup, vu que ça a été écrit il y a 10 ans, on est en Angleterre où on suit Gwendoline qui est élevée dans une famille dans laquelle on sait que sa cousine Charlotte va hériter d'un pouvoir qui lui permettra de voyager dans le temps. On le sait, c'est un gène qui est présent dans la famille, qui est héréditaire, donc on le sait que sa cousine Charlotte va avoir ce don. Donc Charlotte, elle a toujours été élevée pour savoir jouer du pianoforte, pour connaître l'histoire d'Angleterre, savoir quel était le roi, enfin d'Angleterre et mondiale même, savoir qui était le roi en 1782, elle sait faire les danses d'époque, bref, elle a été élevée pour être à l'aise et ne pas créer de quiproquo si elle est amenée à voyager dans le temps, quand elle sera amenée à voyager dans le temps. Sauf que, il se trouve que ce n'est pas Charlotte qui a ce don, vous vous en doutez bien, c'est notre chère Gwendoline qui un jour se dit je ne me sens pas très bien, j'ai un peu la migraine et je me sens un peu barbouillée. Et ça lui dure jusqu'au jour où bim, elle se retrouve catapultée. Je sais même plus en quelle époque elle se retrouve catapultée la première fois, mais elle se retrouve catapultée bien dans son passé. Et là on se dit c'est la merde. Elle sortait de chez elle et tout d'un coup, la rue dans laquelle elle était de son présent n'est plus du tout la rue dans laquelle elle se trouve. Et donc là, elle se dit ah, mais c'est la merde, je sais pas comment ça se passe, sachant que combien de temps je reste dans le passé, moi. Elle comprend. Au début, elle veut pas y croire. Et la nuit même ou le lendemain, elle va réussir à revenir dans son temps, ça va durer, je sais pas, une dizaine de minutes, son passage dans le passé. Et donc la même nuit ou le lendemain, comme je vous dis, je ne sais plus, pareil, elle va revoyager dans le temps, donc c'est vraiment, elle ne maîtrise pas du tout. Ça lui vient comme une envie de pisser, cette histoire. Donc elle maîtrise pas du tout, elle est pas maître d'elle-même, elle se retrouve... Alors à chaque fois quand elle voyage dans le temps, elle reste au même endroit, elle traverse juste le temps, mais au même endroit. Donc là par exemple, la deuxième fois, ça lui arrive la nuit, elle est dans son lit, et bim, elle repasse, elle est du coup, sa chambre n'est pas sa chambre à l'époque, et elle est vue par quelqu'un, et c'est la merde, elle va être obligée d'aller se cacher dans le placard sous l'escalier, tel Harry Potter, donc un peu particulier comme ambiance. Donc là, après, elle est obligée d'avouer à sa famille que ce n'est pas sa cousine Charlotte, la tante attendue Charlotte, auprès de laquelle la famille mettait beaucoup d'espoir, qui a ce don, mais c'est bien elle-même. Et là, du coup, c'est la grosse merde parce que Gwendoline n'a jamais été briefée sur quoi que ce soit, là où Charlotte a été préparée toute sa vie. Et Gwendoline, du coup, elle va comprendre que si sa famille a ce don héréditaire, ce n'est pas la seule famille, et qu'il y a 12 voyageurs temporels simultanés qui existent dans cet univers, qui appartiennent aux veilleurs, ils s'appellent. Et du coup, chacun se rapporte à une pierre précieuse. Donc, vous comprenez que Gwendoline, elle, c'est le rubis. C'est le 12e, c'est le rubis. On va lui expliquer, mais pas trop, tout ce concept de voyage dans le temps, qui sont les 11 autres personnes, qui a une famille vraiment qui est un petit peu la famille principale de toute cette organisation, qu'il y a une sorte pas de prophétie, mais que si on arrive à réunir le sang des 12 voyageurs dans le temps, un secret sera révélé. On ne sait pas ce que c'est le secret, mais un secret sera révélé. Du coup, ces veilleurs ont pour but de réunir le sang de ces 12 personnes qui sera combiné dans un appareil qui s'appelle le chrono... Putain, je me suis lancée dans le truc. Ça ressemble à chronophage, je ne sais plus. Mais qui est un appareil en fait qui permet de maîtriser quand est-ce qu'on voyage.
et à quelle époque on voyage. Ça évite de partir comme ça d'un coup d'un seul, on ne sait pas quelle époque. Donc on va avoir toute cette histoire-là, Gwendoline qui va apprendre un petit peu sous tout cet univers. On est sur un premier tome de trilogie, donc il y a encore beaucoup d'inconnus à la fin de ce tome-là, hein. C'est vraiment le but. Mais j'ai trouvé l'univers du voyage dans le temps très très chouette. Par contre, ce qui fait que ça n'a pas été non plus une très chouette lecture pour moi, c'est Gwendoline. elle est bête, mais elle est bête et de mauvaise foi. Bête de mauvaise foi et elle est à la limite de l'insolence. Vraiment, elle est insupportable à suivre. C'est-à-dire que on nous présente, bon, tout est fait de son point de vue. Donc Charlotte, sa cousine, de son point de vue, c'est quelqu'un d'un peu hautain, qui est conscient qu'elle est intelligente et qu'elle connaît plein de choses sur plein de sujets. Et du coup, qui est tout le temps en train de rabaisser Gwendoline. Mais en fait, je suis désolée, mais si j'étais dans cette histoire, c'est normal. Franchement, Gwendoline, elle est teubée. Elle est teubée. Par exemple, là, dans ce tome 1, à un moment, on va lui demander de retenir un mot de passe qui est en latin. On va lui demander de retenir un mot de passe, on lui dit que c'est hyper important, qu'elle en aura besoin avant de voyager dans le temps. Donc du coup, toi, humain normal, tu te dis, ok, je suis dans un contexte que je comprends pas trop, c'est quand même, ça doit être hyper impressionnant et un peu flippant. On me demande de retenir un mot de passe. Alors, le mot de passe, il est pas hyper long non plus, il y a genre 4-5 mots en latin et c'est pas des mots à rallonge. Donc, c'est une micro-phrase, c'est un groupe nominal, quoi. Tu fais de ton mieux pour le retenir, ce mot de passe. Elle est là en mode, dès le début, on lui dit, non, mais j'arriverai pas. Aucun effort, aucun effort. Et puis après, elle en rigole de le transformer pour que ça fasse quelque chose de rigolo. On dit, ah, mais ça ressemble un petit peu à tatati, tatatou. Et puis du coup, quand on va lui demander le mot de passe, bien évidemment qu'elle s'en souvient pas. Et c'est plein de choses comme ça où elle est toto. Pareil, du coup, elle va... Toute sa vie, elle sait que ce don existe, le voyage dans le temps existe. C'est pas une surprise pour elle. Elle voyage quand elle est amenée à voyager la première fois dans le temps. Pensez-vous qu'elle va aller en parler à sa famille? Non, elle va se dire, ah, c'est bizarre quand même, c'est un peu inquiétant, mais bon, ça va me passer. Elle va revoyager une deuxième fois dans le temps et là elle se dit peut-être il faudrait peut-être que j'en parle à ma mère quand même parce que ça m'a l'air bizarre que je voyage dans le temps. Bah oui Micheline, mais pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Surtout qu'elle a une super relation avec sa mère. Si encore elle avait une relation un peu bizarre avec sa mère, je dis pas que t'aurais peut-être pas eu envie d'en parler sachant qu'elle est adolescente donc bon. Mais là elle a une super relation avec sa mère, mais va en parler avec ta mère. Vous êtes dans une famille où c'est un sujet qui est connu, qui est su. C'est pas comme si c'était un secret de famille. Va lui en parler et quand elle lui en parle c'est la mode oh putain mais c'est la merde pourquoi tu me l'as pas dit avant et nous on est la mode mais oui pourquoi tu me l'as pas dit avant c'est une bonne question Micheline moi aussi je me la suis posée pour savoir ça mais elle a pas l'excuse en mode j'ai jamais eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de t'en parler mais tu crées l'occasion hein c'est pas comme si tu voulais juste lui dire que t'avais eu un 8 en maths là oui effectivement tu cherches pas trop à trouver l'occasion de dire avouer à tes parents que t'as eu un 8 en maths. Là, dire j'ai voyagé dans le temps, tu l'as créé l'occasion. Si c'est pour réveiller ta mère en pleine nuit, pour lui dire maman, je viens de voyager 200 ans en arrière, je réveille ma mère dans la nuit pour lui dire ça. Il n'y a pas de problème. Bref, elle est toto. Et ce qui fait que l'univers est intéressant, mais alors l'héroïne, elle est insupportable. Et un des 11 autres voyageurs qui, à son âge aussi, lui qui, comme Charlotte, a toujours été élevé pour être voyageur dans le temps, lui-même il voyage depuis quelques années maintenant, donc il est dans cet univers-là depuis quelques années. Donc il prend aussi Gwendoline de haut en mode elle est toto celle-ci, mais je comprends. Bon, lui il est très hautain et elle est très toto, donc l'un dans l'autre finalement, il n'y a rien qui va. Et il va être amené à l'accompagner sur beaucoup de choses, ça va être un petit peu son mentor dans tout cet univers-là pour lui apprendre des choses. Et vous vous doutez bien que si on a deux jeunes personnages sur cette couverture, c'est qu'à un moment ou un autre, on va avoir une petite romance et on sait pas pourquoi. À une page, ils vont se détester, ils peuvent pas se biffer, la page d'après, ils s'embrassent et je suis là en mode oh moi j'arrête hein. Franchement ça n'a aucun sens. Donc du coup ce tome 1, heureusement ça se lit très vite. L'histoire de fond est intéressante et je suis curieuse. Mais alors les personnages, une plaie, je souffle. J'ai soufflé très fort et très souvent levé les yeux au ciel, sachez-le. Donc vraiment pour moi c'est une saga qui a très mal vieilli. Si je l'avais découverte adolescente, peut-être que je l'aurais aimé, je pourrais même pas vous assurer. Mais je pense que je l'aurais déjà plus apprécié que maintenant à 30 ans. C'est clairement pas un truc... Je me souviens, j'étais partenaire avec les éditions Milan quand ça a été annoncé la réédition de cette saga. Et quand ils l'ont annoncé, il y avait plein de partenaires sur le Discord qui étaient là en mode waouh, trop bien, j'ai adoré cette saga, c'était génial. Vraiment qu'il y avait un engouement de fou furieux. Moi, je les avais déjà en occasion comme ça dans ma page, donc j'étais là, bon, je m'en fous, je vais pas les demander en SP. Mais ça m'avait un petit peu reboosté en me disant ah ouais, tiens, ça me donne vraiment envie de. Ça me rappelle que je les ai, ça me redonne envie de bien les découvrir assez rapidement parce que il y avait plein de gens qui avaient l'air hyper hypés dessus, mais hypés de quoi?
Mon Dieu. Bref. Et ça s'est lu. Voilà. Vraiment, je peux pas vous recommander Rouge Ruby, c'est pas fou quoi. La prochaine lecture, je vais passer rapidement dessus puisque c'est un livre Fairyloot en VO, du coup qui n'est pas sorti en français, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il s'agit de The Nightblood Prince, c'est écrit par Molly Exchange, du coup comme je vous disais, dans l'édition Fairyloot. Il est très beau, il est très beau. Je suis contente d'avoir réussi à lire un Fairyloot au mois de mars parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas lu, donc ça, c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Et c'était sympa, c'était vraiment très très chouette. Je m'attendais à bien kiffer et j'ai bien kiffé. Ça n'a pas été extrêmement fabuleux, mais ça n'a pas été non plus une mauvaise lecture. Donc ça a été une lecture sympa, sur laquelle j'ai passé un bon moment. Le niveau d'anglais était vraiment pas compliqué, donc ça, c'est aussi, ça me fait plaisir parce que ça fait un petit bout de temps, comme je vous disais, que j'ai pas lu en anglais. Donc j'avais peur que ça soit compliqué de remettre le pied à l'étrier. Et finalement, ça s'est bien fait. Le niveau là était pile poil ce qu'il me fallait. Est-ce qu'on a une date ? Non, on est dans un univers de fantasy qui est très fortement inspiré de la Chine impériale, où on va suivre, alors les personnages, est-ce que j'ai les noms? Pas du tout. On va suivre Faye qui, elle vient d'une région de Chine un peu reculée, mais qui a très jeune, hein, nourrisson presque, a été rapatriée au palais royal et a été un petit peu enfermée, avec pour but, dès le début, qu'elle serait la future impératrice, ou en tout cas la femme du futur impérateur, j'allais dire, du futur empereur, puisqu'une prophétie a été faite que la femme qui aurait la marque du phénix sur elle serait l'impératrice qui réunirait les mondes. Et Faye, est-ce que je peux vous montrer une illustration? Faye, c'est elle. Alors je sais pas si vous allez voir. Et elle a, hop, une petite tache au niveau du... Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si je suis dans le cadre, je vous le dis. Mais elle a une petite tache en fait, là, une petite tache rouge au niveau du front. Et donc on comprend que c'est elle qui a la marque du phénix. Donc elle va être enlevée à ses parents, amenée à la cité impériale et être élevée pour devenir la future impératrice par l'empereur actuel qui lui-même a un fils qui sera du coup le futur empereur, et qui a pour but de marier Faye avec ce futur empereur. Donc du coup le prince, c'est tout lui est dû, évidemment c'est de la Chine impériale, donc tout lui est dû. L'empereur actuel, c'est vraiment celui qui est régnant, mais on va pas trop le suivre parce que c'est un vieux crouton, c'est un vieux con, c'est vraiment un vieux con. Nous, on va plutôt suivre Faye qui est triste comme tout, puisqu'elle ne peut pas sortir de cette cité impériale qui est vraiment renfermée là-dedans. Heureusement, dans sa grande bonté, l'empereur a bien voulu rapatrier toute sa famille à la cité impériale, a donné un poste d'équivalent de ministre à son père. Sa mère, bah, on comprend qu'elle a la belle vie, sa sœur aussi, elles ont la belle vie, ils ont de l'argent, il les a mis bien, quoi. Mais il côtoie très peu Faye, à part sa sœur qui peut lui rendre visite assez régulièrement. Ses deux parents ne peuvent pas tant lui rendre visite que ça. Donc elle est très seule, elle peut pas sortir quand elle veut, elle peut pas sortir comme elle veut, donc tout est très maîtrisé pour elle, elle n'a pas trop de droit de regard sur quoi que ce soit, en tant que femme d'autant plus. Hein. Il y a vraiment aussi cette critique du féminisme où les femmes n'ont pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. Ça, c'était quelque chose qui était hyper important dans le récit d'ailleurs, maintenant que j'y pense, et c'était très très chouette, c'est qu'on nous rappelait tout le temps, l'autrice j'irais presque le marteler parce qu'à un moment c'était un peu poussif. On avait compris le propos en fait, c'était pas la peine de nous le dire 3-4 fois dans le roman, c'était un peu trop poussif. Le dire une fois c'est déjà assez impactant je trouve, mais elle pose le fait que dans son univers, et c'est malheureusement quelque chose qui est encore le cas dans bien trop de pays, là les femmes ne sont jamais des femmes, juste une femme. Elles étaient jeunes. Enfin, Faye n'est jamais juste Faye. Faye, ça a été, quand elle était jeune, c'est la fille d'eux. Ensuite, ça sera la femme d'eux. Et après, ça sera la mère d'eux. Mais elle sera jamais Faye. Et c'est le cas des femmes ici, elles seront jamais décisionnaires de leur vie. Au début, elles sont, du coup, enfants. Donc, c'est leur père qui choisira leur vie pour elles. Ensuite, ça sera leur mari qui choisira leur vie. Et enfin, elles seront dévouées à leur enfant. Elles vont jamais vivre pour elles-mêmes. Et c'est quelque chose que, comme je vous dis, l'autrice appuie quand même pas mal. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce point de vue extrêmement féministe, alors qu'on suit une héroïne qui, pour laquelle la prophétie est sur elle, c'est pas sur le mari qu'elle va épouser. La prophétie, c'est pour dire, ça sera cette impératrice-là qui régnera sur le monde. Donc c'est elle qui est censée avoir, wow, c'est elle la star, ok? C'est pas le mari d'eux, c'est pas le père d'eux, c'est pas le fils d'eux. On s'en fout. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper important, en mode remettez la femme à l'endroit qu'elle mérite, enfin à la place qu'elle mérite. Si c'est elle le centre du monde, bah laissez-la être le centre du monde, c'est pas obligé que ce soit un homme. Bref, ça déjà j'ai trouvé ça très cool. Mais du coup, Faye, sa vie, comme je vous dis, elle l'a subie plus qu'autre chose. Le prince, on comprend qu'il est fou amoureux d'elle. Donc ça, c'est très mignon. Le prince, il est très choupi. Il est très choupi avec elle, il est dévoué corps et âme pour lui faire plaisir, mais il est régi par son père. C'est son père qui dicte tout.
Et son fils va jamais aller à l'encontre de son père. Si son père dit ça, il va faire ça. Malgré que des fois ça soit à l'encontre du bien-être de Faye. Mais mais le prince va jamais dire non à son père. Donc son amour est immense envers Faye, mais à ses limites. Les limites, c'est son père. Et parallèlement à ça, on va avoir Yeshue. C'est un prince d'un royaume voisin qui a été conquis par notre empereur ici. Et Yeshue, il a été un petit peu... il y a un terme pour ça que je ne saurais pas trouver. Mais en gros, il vit à la cour de notre empereur, là, ici. Il est à la cour du prince, surtout. Il est à la cour du prince. Et il est là, il est obligé d'être là, en fait. C'est un peu un prisonnier politique, mais il garde un statut quand même à la cour, puisque ça reste un prince étranger. Mais il faudra jamais qu'il se mette en avant. Il sera toujours considéré comme l'étranger. Il sera toujours moqué. Donc Yeshua, il n'est pas heureux, hein, bien évidemment. Et un jour, Faye va partir à la chasse d'un tigre, puisqu'il y a une légende qui dit que la personne qui arrive à chasser un tigre légendaire peut demander ce qu'elle veut, peut obtenir ce qu'elle veut. Donc elle veut chasser ce tigre pour pouvoir obtenir sa liberté, en fait. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut devenir libre. Donc elle va partir à la chasse de ce tigre qu'elle voudrait présenter ensuite à l'empereur en disant bah voilà, offrez-moi la liberté. Sauf que le soir où elle va s'échapper pour partir à cette fameuse chasse au tigre, elle va retrouver Yeshue dans les bois qui lui-même a réussi à s'enfuir et qui souhaite retrouver son pays, retourner dans son pays. Et durant cette fameuse nuit, elle va découvrir que Yeshue a une sorte de pouvoir dont elle n'avait pas connaissance, dont personne n'a connaissance, qui est une sorte de pouvoir du sang. Et ça va ouvrir un champ des possibles énormissime. Faye va être ramenée, je sais plus trop comment, à la cour impériale, sauf qu'elle va être bannie, puisque l'empereur va pas du tout accepter qu'elle ait essayé de s'échapper, qu'elle ait son mot à dire sur quoi que ce soit, parce qu'elle va rentrer en conflit avec l'empereur, elle va assumer ses dires, elle va assumer ce qu'elle pense, et ça va pas du tout plaire à l'empereur qui va du coup la chasser, parce que il va partir du principe que si elle ne devient pas l'impératrice de son fils, elle sera l'impératrice de personne, donc il va la chasser. Elle retourne dans sa campagne profonde avec sa famille, donc toute sa famille se retrouve aussi chassée de la cité impériale. Et Faye, du coup, elle est pas du tout ok avec ça. Enfin, elle est très triste parce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout le destin que voulait sa famille. Et du coup, ils retournent dans leur ville d'origine, où c'est quand même une région très reculée, où ils sont assez pauvres. Et donc Faye, elle va essayer de devenir pas mercenaire, mais elle va partir à la chasse au début pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis finalement, elle va se retrouver à rejoindre un petit peu l'armée. Et c'est là qu'on va avoir, c'est quelque chose qui m'avait été vendu avec ce bouquin et que je trouvais pas pendant jusqu'à un sacré bout de temps dans le bouquin, et c'est là que ça va se retrouver. Il y a une réécriture, c'est un peu une réécriture de Mulan, enfin pas un peu. Il y a tout un pan qui fait très fortement penser à Mulan, où on va avoir cette jeune femme qui va se brimer en homme puisque son père devait rejoindre l'armée. Elle va prendre la place de son père qui est trop faible, je sais plus, il est malade ou il est trop vieux quoi dans tous les cas pour être un bon soldat. Et on sait que s'il avait rejoint l'armée, il serait mort au combat. Donc on a fait qu'il va prendre la place de son père, qui va rejoindre l'armée. Et le prince va se retrouver à être là alors qu'ils se sont pas vus depuis un bon bout de temps. Bref, et puis on va avoir toute cette guerre entre Yeshue et le peuple de Yeshue et l'empire de Faye. Et je vous en ai déjà dit bien trop, c'était très très long pour cette présentation, alors je vous ai dit, je passerai rapidement dessus. Mais c'était très chouette, c'était très chouette. On a un côté, ce que j'aime bien c'est que ça pouvait être juste un univers, dans un univers inventé, sans avoir d'éléments magiques, mais on a cet élément magique avec ce pouvoir du sang qu'a Yeshue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il est tout seul à l'avoir? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça implique? Je viens de répéter exactement ce que je disais. Mais bref, c'était très très chouette. J'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de Faye, tout le féminisme qu'elle amène, j'ai trouvé ça très très cool. Je crois que c'est un tome 1, ça c'est sûr, mais je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu. Mais je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner par la suite, parce que je vous avoue que la fin de ce tome-là m'a pas forcément entièrement satisfaite. Je reste pas frustrée, mais c'est pas la fin que j'aurais souhaité. Et du coup, ça ouvre un champ, ça ouvre des possibilités sur la suite, ça y a pas de souci, mais ça ouvre pas les possibilités que j'aurais souhaité voir ou vers lesquelles j'aurais souhaité qu'on se dirige. Donc là, je suis curieuse de savoir le chemin que décide de prendre l'autrice là-dessus. Pour le coup, je ne pense pas qu'il sortira en français, celui-ci vraiment, parce que je suis pas sûre qu'il ait eu un immense succès. Bon, bref, après s'il sort en français, franchement, il était très très chouette, donc je pourrais que vous le conseiller. Il est pas très très long, hein. Il sera un peu plus long en français parce que le français est plus long que l'anglais, mais il sera pas immense non plus. Et cette réécriture de Mulan,
ça fait toujours plaisir, on apprécie. Bref, en tout cas, je suis curieuse de voir le chemin que décidera de prendre l'autrice là-dessus, parce qu'il y a des éléments que je trouve hyper intéressants. Pour le livre suivant, pour le coup, je vais vraiment passer rapidement, puisque c'est un abandon de ma part. Il s'agit de Deuil, écrit par Peter James et publié aux éditions Bragelonne dans leur collection Terreur. C'est un service de presse que j'avais reçu il y a très longtemps de la part de la maison d'édition. Et comme je vous dis, ça a été un abandon de mon côté, j'ai pas du tout apprécié ce que je lisais. C'était trop long, c'était trop long, ça a desservé le propos. Ici, alors que il y avait vraiment un très fort potentiel pour lequel j'aurais pu craquer, mais waouh, il faut savoir après abréger, vraiment. Ici, on est de façon contemporaine où on va dès le prologue découvrir la mort d'une ancienne actrice qui visiblement avait été une actrice un peu à succès mais il y a très longtemps, du coup qui est morte et retrouvée par son fils le matin alors qu'il est en train de lui amener le petit déjeuner, il retrouve sa mère morte. Et du coup durant tout ce roman on va alterner les points de vue du psychologue qui suivait cette fameuse actrice qui s'appelle Gloria, du fils qui a retrouvé sa mère et qui va vouloir mener une vendetta justement contre le psy parce que dans sa tête c'est ce psy qui a fait tuer sa mère. C'est à cause de ce psy, si sa mère est morte, pour lui, sa mère se serait jamais suicidée. Parce que c'est ce qu'on pourrait penser elle est retrouvée, quand son fils la retrouve, elle a des médicaments auprès d'elle. On pourrait penser à un suicide, mais il refuse de l'accepter. Pour lui, c'est à cause du psy qu'il l'a tuée dans un certain sens. On va suivre aussi une jeune femme, une jeune journaliste qui va s'amouracher de ce fameux psy. Donc on va suivre ces 3 points de vue. On va suivre le fils de la défunte, de l'actrice. On va suivre le psy et la nouvelle amante de ce psy qui était veuf. Enfin, qui est veuf d'ailleurs, il l'est toujours. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, même si le point de vue de la nana dans le schmilblick, pendant les 3/4 du roman, vraiment, pas trop compris à quoi il servait. Parce que j'ai quand même bien avancé dans ce roman. Je crois que j'ai abandonné à 150 pages de la fin. Sachant que 150 pages de la fin... j'ai dû lire presque 500 pages, quoi. Lire 150 pages de la fin, ça fait au moins ça. Ça fait même moins que ça, d'ailleurs. Oui, si on va dire que ça fait ça. Donc j'ai quand même lu une bonne partie. Mais ça a été long parce que... Donc on alterne vraiment ces 2 tout petits chapitres où on alterne les points de vue entre ces 3 personnages. Autant le point de vue du psy était relativement intéressant. Le point de vue du fils... qui va vraiment, enfin qui va être complètement fou, il va être rendu dingue et on comprend qu'il avait des problèmes bien avant le décès de sa mère, hein. Que le décès de sa mère n'a fait que grossir le trait des problèmes psychologiques qu'il avait ce gamin, parce que toute son éducation était très bizarre, il avait une relation avec sa mère qui était extrêmement malsaine et ça on le comprend dès le prologue, que la relation qu'il a avec sa mère est extrêmement malsaine, aucun père n'est connu, il a jamais connu son père. Bref, c'est très bizarre. Il est vraiment, c'est un gros psychopathe, hein, le fils. On le comprend tout de suite là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un très gros psychopathe. On va avoir ce psy qui s'en veut lui-même, qui s'auto-flagelle aussi de la mort de cette actrice. Et on va suivre un petit peu son quotidien. Et il va essayer aussi de se déculpabiliser justement de la mort de cette patiente qu'il n'a pas réussi à empêcher. Et du coup, cette fameuse femme qui, elle, à la base, traînait autour de ce psy parce qu'elle voulait écrire un papier sur les psys qui étaient un petit peu les psys voleurs, quoi, qui vendaient des choses miracles alors que c'était pas ça la psychologie. Bref, du coup, on va avoir ces trois points de vue. Et l'enquête qui patine. Ah, on a un 4e point de vue qui arrive par la suite où c'est le point de vue d'un enquêteur, c'est vrai, enfin d'un policier, qui arrive bien plus tard, ce qui fait que, en fait, il se passe très longtemps avant qu'une quelconque enquête commence. Alors vous pourriez vous dire, oui, bon, pourquoi il y a besoin de mener une enquête parce que c'est une histoire de suicide? Non, parce que le fils va très rapidement passer à l'acte dans sa vendetta et dans sa folie, et du coup, il y a quand même déjà 2 ou 3 morts avant que les flics se disent il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être une affaire à mener là-dessus. Donc ça prend un temps infini. L'enquête patine. Les personnages, franchement, j'en avais rien à foutre de ce qui pouvait lui arriver dans la vie, mais vraiment rien à carrer. Le psy, c'était un peu longué. Enfin, de toute façon, tout ce qui les concernait, enfin le psy, en soi, il pouvait être intéressant, mais c'était aussi beaucoup centré sur sa relation avec cette fameuse nana dont j'ai complètement oublié le nom. Et donc, du coup, tout ce qui était leur relation, j'en avais rien à carrer. En fait, le seul personnage que j'aimais suivre, c'était le fils. Parce que être dans la tête d'un psychopathe, je trouve ça toujours assez fascinant parce que
je pourrais jamais comprendre, mais je trouve ça toujours un peu fascinant. Et puis il y a un peu ce côté un peu malsain de on aime lire de l'horreur quand même. Et donc j'aimais bien lire ces passages-là, mais il y en avait trop peu par rapport à la quantité du bouquin, ce qui fait que c'était très long, l'enquête avançait pas, les personnages ça avançait pas. Et donc j'ai lu quoi? J'ai abandonné à 150 pages de la fin et j'ai lu l'équivalent du dernier chapitre et de l'épilogue, je crois. Non, même un peu plus. J'ai dû lire les 2-3 derniers chapitres et l'épilogue parce que je me suis dit, bah je suis quand même curieuse de savoir ce qui se passe à la fin. Et donc j'ai lu cette fin et j'étais là. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose, quoi, sur l'action de fin. J'ai lu les quelques chapitres où il y avait vraiment la grosse action de fin. Et puis je pense que ça m'aurait. J'ai bien fait de squeezer une petite partie parce que à la fin j'étais là, bon bah un peu tout ça pour ça, quoi. C'était long, c'était beaucoup trop long. Le livre est trop long, il y avait des coupes à faire. Le point de vue de la nana, pour moi, il est pas intéressant, il est pas perspicace. Il amenait rien. Et le point de vue du flic, j'aurais voulu qu'il arrive plus tôt pour qu'on rentre plus rapidement dans le vif du sujet. Bref, il est trop long. C'est un roman qui empoche, il fait 600 pages. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Pour moi, il y a au moins 200 pages à bazarder là-dedans. Vraiment, ça méritait pas de faire autant de pages. Ensuite, j'ai lu, pour le coup, un roman qui est plus petit et que je suis très contente d'avoir enfin sorti de ma palle. C'est un roman, en plus, Deuil, ça faisait partie des 26 livres pour 2026, et le prochain aussi, ça fait partie des 26 livres pour 2026, donc 2 de moins durant le mois de mars, je suis contente. Il s'agit de Ici et seulement Ici, écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est donc le roman que l'autrice a écrit, je dis bien roman, qu'a écrit l'autrice après La Passe Miroir, donc pas juste après, il s'est passé quand même de nombreuses années, mais ça a été le roman qu'elle a écrit après La Passe Miroir, qui n'a rien à voir. On est sur du contemporain, ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que c'est dur! Waouh! C'est très très dur. On va parler ici d'harcèlement scolaire. Vraiment, c'est le point de vue. C'est l'histoire, quoi. C'est du harcèlement scolaire. Et c'est très très dur. On est dans un collège, un lycée, un collège, je dirais. Un collège qui a ses propres règles. Où, comment dire, chaque classe marche en binôme, en fait. Chaque élève marche en binôme. Et toutes les classes quasiment ont un nombre impair de personnes. Donc la personne qui va être déjà hors binôme, ça va être le reclus, ça va être le paria, ça va être celui qui va s'en prendre plein la gueule, vraiment qui va se faire harceler, mais c'est convenu, c'est convenu, tous les binômes vont harceler, enfin tous les autres vont harceler cette personne, ce plus, celui qui marche avec personne qui n'a aucun binôme, donc déjà lui il va mener une existence affreuse, et dans les binômes il y a toujours je sais plus quel est le terme exactement, mais il y a toujours le supérieur et l'inférieur. Le supérieur ça va être lui qui va dire à l'inférieur tu fais ci, tu fais ça, tu fais... L'inférieur est vraiment au service du supérieur. Et ça va tout le temps être comme ça. Il y a le prince, je crois qu'il l'appelle, le prince, le roi, qui lui est encore à part, il n'a pas de binôme, mais lui, c'est lui qui dicte les règles, qui dit ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, et qui va justifier que le harcèlement soit accepté. Les profs savent ce qui se passe, mais ne disent rien. Ne disent rien. Ils savent ce qui se passe, ils savent que l'ambiance dans ce collège est bizarre, mais ils savent surtout que s'ils disent quelque chose, j'en ai fini d'eux aussi. Et donc on va suivre plusieurs points de vue d'élèves dans cette histoire, des élèves qui sont là, qui sont pas en leur première année, on va avoir le point de vue d'un supérieur dans un binôme, on va avoir le point de vue d'une nouvelle élève qui rejoint le collège, on va avoir le point de vue d'une prof, je crois, j'ai peur de dire des bêtises. On va avoir le point de vue d'un club aussi, qui est très bizarre, qui nous permet d'en apprendre quelques-uns. On va avoir 4-5 points de vue, je dirais, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Et c'était extrêmement bizarre. C'est sûrement malsain. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est très malsain puisque on normalise, on banalise et on accepte, voire même on encourage le harcèlement, la violence scolaire, tout ça dans le cadre scolaire, puisque c'est affreux. C'est affreux. Et je comprends que c'est un livre qui ait fait beaucoup débat, qui est beaucoup déplu. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve très poignant. Je trouve que le prisme qu'a choisi l'autrice pour nous décrire tout ça, le fait d'instaurer des règles, en fait, d'avoir un harcèlement qui est limite des lois, que ça soit acté, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, on peut pas en sortir, on peut pas aller à l'encontre de harcèlement. Et c'est presque obligatoire d'être soit harcelé, soit un harceleur. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de choix en fait. Tu peux pas choisir d'être dans cet établissement et de ne pas participer à ce harcèlement. Et je trouve ça hyper impactant, là où du coup on va avoir des personnages
qui vont se forcer, vont se rendre compte qu'ils ont un pouvoir décisionnaire, ils peuvent dire non au harcèlement. Ils peuvent dire non au harcèlement, ils peuvent aller à l'encontre de tout ça, sortir de ces règles établies qui peuvent complètement être cassées. Et j'ai trouvé ça hyper impactant. Il y a un petit twist fantastique qui je sais pas. Je sais pas quoi en penser de ce tweet fantastique. Je sais pas si je l'ai trouvé intelligent ou si je l'ai trouvé un petit peu farfelu, pour tout vous dire. Encore maintenant, je suis pas trop décidée. Je sais pas si je serai un jour décidée. Mais c'est un roman qui. Je serais curieuse. J'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai pas été harcelée à l'école. J'ai connu des relations compliquées avec certains camarades de classe, mais j'ai pas connu de harcèlement à l'école. Et du coup, je serais intéressée, je serais curieuse de voir des avis et d'avoir des avis de personnes qui ont été harcelées à l'école. Bien évidemment, si le sujet du harcèlement scolaire n'est pas un trigger pour eux, si c'est un trigger, le but du jeu c'est pas de se mettre mal dans la lecture, on est bien d'accord. Mais je serais curieuse de savoir il est reçu ce bouquin. Personnellement, je l'ai vraiment bien aimé, comme d'habitude, la plume de l'autrice, je trouve que ça match très bien. C'est hyper ingénieux. Ouais, ce point de vue d'avoir de base cette violence et ce harcèlement qui soit la norme et que ça soit le fait d'en sortir, qui soit être considéré comme un paria et qui soit être hors norme, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça donne sa contrebalance en fait avec notre vraie vie où ça montre qu'il faut, enfin, l'extrême que peut avoir le fait de normaliser un harcèlement et le fait que le harcèlement soit tellement convenu qu'il faille y installer des règles pour le maîtriser, alors que non, il faut juste se battre constamment contre le harcèlement, que ça soit scolaire, sexuel, dans n'importe quel cadre. Non, le harcèlement, on est contre, on est bien d'accord. Bref, en tout cas, ça a été une lecture, moi, qui m'a retournée, qui s'est lue très vite pour le coup, mais que j'ai trouvé très impactant. Il me reste 2 livres à vous présenter, la vidéo est bien longue, je m'en excuse, donc je vais essayer de mettre un petit peu les bouchées doubles. L'avant-dernière lecture que j'ai pu faire au mois de mars, c'est encore une fois une lecture commune, ma foi, et 3 lectures communes dans le mois, ça carbure par ici. C'est la lecture commune de la saga continue que nous faisons, d'une Bresse sous la Cendre. Donc ici, le tome 3 avec Un faucheur aux portes de Sabataïr, publié aux éditions Big Bang. Et là où pour les 2 premiers tomes, j'étais hyper embarquée, j'adorais ma lecture. Le tome 2 a été ma meilleure lecture de février. Oh, là, quelle descente, pas en enfer non plus, mais quelle redescente du moins pour ce tome 3, puisque j'y trouve vraiment plus mon compte en fait. Alors, je suis très dure dans mes paroles parce que ça reste une lecture que j'ai appréciée en globalité, mais qui est vraiment en deçà, mais largement en deçà de ce que j'ai pu connaître avec les 2 premiers tomes. Là où les 2 premiers tomes, on est dans un univers fantastique, ça d'accord, enfin un univers de fantasy, un monde qui n'existe pas. On comprend qu'il y a des éléments de fantaisie, mais ça n'a jamais été sur le devant de la scène. Ils sont là, ils existent, mais ce qui était jusqu'ici mis sur le devant, c'était surtout les complots politiques, c'était ce gouvernement qui, avec ses martiaux, où c'était des hyper soldats, donc dans les 3 personnages que l'on suit, il y a 2 martiaux qui sont des hyper soldats, qui sont entraînés pour devenir des vraies machines de guerre, et un 3e personnage qui fait partie d'un peuple d'opprimés, et qui est presque réduite en esclavage. Donc on avait ces 3 personnages-là, et c'était vraiment ça le cœur du problème, c'était tout cet univers de gouvernement, d'hyper-soldats, de complots, de lutte des classes, de classes sociales, d'esclaves, bref, c'était ça. C'était finalement des thématiques qu'on a pu connaître ou qu'on connaît encore malheureusement dans notre monde réel. Et là, dans le tome 3, prend un twist énorme de la fantaisie prend le dessus sur absolument tout, et on a des éléments magiques à tire-larigot, surtout un, mais c'est la magie qui devient l'élément central de ce récit. Et c'est là qu'en fait l'autrice m'a perdue, parce que moi je me plaisais bien dans les thématiques qui étaient abordées, la plume de l'autrice, les revendications, les combats qui étaient menés, les révélations qu'on avait, je m'y retrouvais vraiment bien dans les 2 premiers tomes, et du coup j'étais curieuse de voir ce qui se passait, parce que bien évidemment, sur les 2 premiers tomes, on n'est qu'à une moitié de saga, donc le tome 3 et le tome 4 ont encore beaucoup de choses à nous proposer. Le tome 3 nous propose énormément de choses, mais qui sont pas du tout ceux à quoi je m'attendais, et l'autrice, comme je vous dis, prend un tournant complètement magique pour arriver à donner des explications sur des choses, qui fait que jusqu'ici on était dans un univers qui pour nous faisait cette taille-là, et après avec donc pour moi c'était un couloir quoi, imaginez un couloir, on a un univers qui fait cette largeur là, c'est tout droit, et on va avoir peut-être par moment des objets qui vont qui vont cacher ce qui se passe derrière, mais c'est linéaire. Et
Là, avec ce tome 3, elle est arrivée avec une grosse massue, elle a pété les murs de tous les côtés, ce qui a élargi le couloir, ce qui fait que vous avez toujours les problématiques qui sont posées dès le début, avec des éléments, enfin bref, plein de zones d'ombre. Et jusqu'ici, vous vous disiez juste, bah je vais avoir les explications en continuant tout droit, il n'y a pas de souci. Là, elle ouvre un champ énorme et tu te dis, mais en fait, du coup, ça va être un fouillis immense. Et pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu dès ce tome 3. C'est que c'est un fouillis immense là où j'avais des interrogations qui auraient pu être logiques, on va dire. Tu me sors un élément magique, ça peut tout t'expliquer l'élément magique finalement. Ça peut résoudre tous les problèmes du monde en un claquement de doigts, ça peut rajouter 10 milliards de problèmes, ce qui est un peu le cas ici. Ça te rajoute d'énormes problèmes. Et c'était trop, on en perdait pour moi le fond du propos et le fait de vouloir prendre ce biais magique à fond les ballons, on perdait le fond du propos, on perdait cet élément de les martiaux finalement qui nous étaient vendus comme des hyper soldats, des personnes qui étaient intuables, qui étaient trop fortes. Vraiment tu savais que si t'étais en face d'un martial, bah c'était ciao bye bye, si toi-même t'étais pas martial, tu pourrais pas t'en sortir. On suit quand même 2 martiaux depuis le début. On nous fait comprendre que c'est des personnages qui sont hyper forts. Bah ouais, mais là ils sont hyper forts, mais ils sont hyper forts pour se battre avec une épée, ils savent se battre au corps à corps quoi. Face à de la magie, ils font quoi? Bah ils font rien, c'est de la merde. Donc en fait, je trouve que ça rediminue. J'avais l'impression de suivre un peu un shonen de manga où t'as toujours le personnage principal, il a atteint sa forme ultime, il a appris les techniques les plus dures de toute la vie de l'univers qu'on connaît. Et là, chapitre suivant, en fait, il apprend qu'il y a une technique qui est encore plus dure, encore plus difficile, mais encore plus forte. T'inquiète qu'il va la maîtriser. En fait, c'est plus, c'est toujours de la surenchère. Et là, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça en mode, tu croyais que ça allait s'arrêter à ça, mais en fait, ça va être ça. C'est en mode, bah oui, mais en fait, c'est trop là. Là, c'est trop. Tu me sors des éléments magiques. Mais du coup, ma problématique, parce qu'à la base, ma problématique, elle est simple quand même. Là, à la fin de ce tome 2, sans rentrer dans les détails, on a pour but d'aller libérer quelqu'un en prison. Le tome, enfin, c'est même pas la fin du tome 2, je crois que dans le tome 2, on le fait. Je crois que c'est la fin du tome 2. C'est pas la fin du tome 2, c'est l'objectif du tome 2. C'est d'aller libérer un mec en prison. Simple, un objectif réel que tu pourrais connaître dans le monde réel. Qu'on fera pas, je vous le souhaite pas, je me le souhaite pas, je souhaite à personne d'en arriver à ça dans sa vie. Mais quelque chose qui pourrait exister, donc tu te dis, je pars en quête d'aller libérer, il va y avoir des éléments, il y a des petits éléments magiques par-ci par-là, il y a pas de problème, on gère, petit coup d'épée, on gère. Et là, tu me sens un truc immense et limite ta quête, tu te dis bah pourquoi on galère depuis si longtemps pour aller récupérer notre copain en prison alors qu'on aurait pu sortir des trucs sortis du cul depuis enfin bref, vraiment j'ai eu du mal, ça m'a perdu et je vous spoil tout de suite mon avis du tome 4. C'est dans la même veine le tome 4 et ce qui fait que mon avis de la série, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Vous voyez pas mais j'ai encore descendu la main. Bref, voilà, moi ça m'a perdu et ouais, je beaucoup moins convaincue. Ce qui est dommage parce que les personnages, là, on a le personnage de ce personnage-là, qui est beaucoup plus développé, qui commence à être plus développé dès ce tome 3, qui était un personnage que je n'appréciais pas plus que ça dans les 2 premiers tomes, ou en tout cas dont je me foutais un peu. Et là, je l'ai trouvé hyper intéressante dans ce tome 3. Mais du coup, c'est celle qui n'est pas concernée par la magie. Voilà, donc ça m'a fait une belle jambe. C'était super. Bref, voilà, il y a des bonnes choses. L'univers de base reste intéressant. Les problématiques qui sont amenées sont intéressantes. Les sujets de fond sont intéressants. Mais la façon de faire, j'ai décroché quoi. Enfin, j'ai fini, hein. J'ai fini le tome 3, mais ça m'a perdu. Et le tome 4 a confirmé l'essai. Donc j'en ressors déçue de cette saga. Voilà, je vous redirai ça de toute façon sur mon avis lecture du tome 4, mais... Et donc, pour terminer cette longue vidéo de près d'1 heure pour mes avis lecture du mois de mars, la dernière lecture que j'ai faite, c'est L'épée, la famine et la peste, le tome 2 d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrineo. Enfin, je termine cette duologie qui était dans ma palle. Enfin, le tome 1, je l'avais lu il y a 2 ans, je sais plus en fait, je vous dis ça, mais en fait, j'en sais plus trop rien. Et le tome 2, du coup, je les avais achetés ensemble, les tomes 1 et 2. Je les avais fait dédicacer par l'autrice en 2023. Donc ça faisait 3 ans, parce que c'était mars 2023, donc ça faisait 3 ans que c'était dans ma palle. Il était enfin temps que je le lise, et c'est chose faite. Ça s'est bien lu là-dessus, il n'y a pas de souci. Heureusement, et merci d'ailleurs à Galaden de m'avoir fait un vocal avec un gros résumé spoilant du tome 1, parce que sinon... ça aurait été bien compliqué puisque ce tome 2 fait suite directement à ce qui s'est passé dans le tome 1. Et j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1? Pitié, les maisons d'édition normalisaient le fait de faire des résumés spoilants au début des tomes, des suites de sagas. Pitié, normalisez ça parce que c'est un enfer sur terre quand nous-mêmes on met du temps à enchaîner des sagas ou quand les tomes de sagas eux-mêmes mettent du temps à sortir.
j'ai envie de crevaison, hein, de plus me souvenir de ce qui s'est passé. En plus, hein, je pense que je suis pas toute seule à avoir une mémoire un peu... Mais, bref, du coup, merci Galadette de m'avoir fait un résumé spoilant. Et ici, je vais pas vous reparler de l'univers parce que c'est un tome 2, comme je vous disais. Mais alors, là où le tome 1, je crois que je vous disais, oui, on m'avait dit que les arachnophobes, c'était pas ouf. Je pense que ça peut le faire. Non, clairement, là, ça confirme ce qui était dit. Non, les arachnophobes, absolument jamais, n'allez jamais lire cette duologie. Vous allez clapser en fait. Ce n'est pas fait pour vous. Clairement pas. Le but du jeu, c'est pas de se faire du mal, je le rappelle. Donc, déjà, évitez ça. Et là où, dans le premier tome, on suit un trio de personnages qui se retrouvent à avancer ensemble suite à la vie, on va dire, qui de base n'ont rien à voir, mais qui vont se retrouver à avoir un objectif commun, une quête commune, et du coup vont avancer ensemble. On les laisse du coup à un stade précis de leur vie, enfin de leur quête du moins, et du coup je m'attendais à ce que ce tome 2 prenne la suite sur leur point de vue, ce qui était le cas dans le tome 1. Que nenni! Le tome 2 est une suite directe du tome 1, mais on est du point de vue des antagonistes du coup du tome 1, de ceux qui vont à l'encontre de notre trio initial. Ce qui permet, c'est intéressant, ce qui permet d'apporter du coup un autre point de vue sur tout cet univers, sur les buts qui sont recherchés par tel ou un tel. Donc ça c'est intéressant. Puisque dans le tome 1, on avait juste appris à les détester. Là, on humanise un petit peu des personnages qu'on avait juste pris comme étant des grands méchants. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup, pendant très longtemps, en fait, on a ici un duo de personnages qui va poursuivre notre trio du tome 1. Donc ils vont les poursuivre. Donc c'est-à-dire que tout ce que vont faire nos personnages ici, ce seront des choses qu'auront fait notre trio avant. Donc j'ai eu l'impression durant toute ma lecture qu'on avait un train de retard surtout. Alors j'imagine que c'était l'effet escompté parce que c'était clairement ça. À chaque fois là nos personnages avaient un train de retard sur ce que le trio faisait. Mais du coup moi ça m'a juste gonflé, j'étais là en mode en fait c'est rageant de se dire je découvre les trucs en retard, alors que si j'avais continué de suivre le trio tel que c'était le cas dans le tome 1, j'aurais eu la primeur des éléments, pas de ouais, nous on arrive à tel endroit, on a encore, le trio nous a encore échappé, visiblement les indices nous confirment qu'ils sont déjà passés depuis 2-3 jours, du coup on continue. Donc en fait c'était, à chaque fois t'étais là en mode non on fait chou blanc, non on fait chou blanc, on apprend quelques trucs mais ils sont passés avant nous, oh là là. Non, mais en fait, dis-moi le trio, finalement, fais-moi suivre le trio, ça m'aurait plus intéressé. Parce qu'ils arrivent là, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'à chaque fois, du coup, là, les personnages font le constat de ce qui a bien pu se passer en mode on découvre une scène, pas de crime, mais une scène où il y a eu une bataille, visiblement. Mais tu sais pas ce qui s'est passé, parce que du coup, tu suis pas le trio. Eux, ils découvrent juste la conclusion de ça, mais tu sais pas ce qui s'est passé, donc tu te dis, c'est con, si j'avais suivi le trio, j'aurais su ce qui s'était passé, pourquoi il y avait eu bataille. Bref, du coup, un peu frustrant. Jusqu'au bout d'un moment où on reprend le point de vue du trio. Et là, j'étais là, alléluia, mais ça met du temps à arriver. Ça met du temps à arriver. Et du coup, là, ça redonne un coup de peps, je trouve, au roman, qui s'empâtait un petit peu, justement, du fait qu'on ait changé le point de vue. Je trouvais que ça s'empâtait un peu. Je ronflais fort un peu au bout d'un moment, je vous avoue. Donc là, j'ai trouvé que ça redonnait un petit coup de peps, ça redonnait un petit coup de pied aux fesses à l'histoire. Ça recréait du dynamisme, et ça, j'étais bien contente. Et du coup, il va se passer énormément de choses. Ce que j'aime bien à la fin, c'est que toutes les problématiques sont résolues. Il n'y a pas d'inconnu, on sait ce qui s'est passé, on comprend. On est satisfait ou non de la fin, ça après, comme d'habitude, c'est pas à moi d'en juger. Dans tous les cas, moi j'ai été satisfaite de la fin, mais quoique, j'ai été satisfaite de la fin, mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu long, puisque j'ai quand même eu un petit peu cet effet à la fin de me dire, bon, tout ça pour ça. Ça aurait pu être réglé bien plus tôt, cette histoire. Je l'ai trouvé un poil long. En fait, le problème, c'est que c'est toute cette première partie, justement, où on suit pas le trio, je l'ai trouvé longue. Ce qui fait que quand on a commencé à revenir sur le trio, j'avais déjà cette sensation de longueur. Et ça a mis... Enfin, je pense que la moitié du livre, j'étais là, c'est un poil long quand même. J'aurais préféré que ça soit plus court. Mais c'était intéressant aussi parce que je comprends que l'autrice voulait qu'on s'attache au personnage qu'on suit au début de ce tome 2. Donc bon, c'est un parti pris. J'ai pas forcément... Enfin, j'ai trouvé l'exécution trop lente là-dessus. Mais bon, voilà. Mais après, il se passe des choses intéressantes. Il y a des personnages qu'on... J'ai été contente de retrouver les personnages. J'ai été contente de voir les choix faits par certains personnages. En me disant, putain, c'est des choix matures, qui sont couillus. Et ça fait plaisir à voir. De voir des petits moments de bonheur aussi pour des personnages qui, jusqu'ici, subissaient quand même pas mal leur vie. De voir des révélations, que des mots soient mis sur des interrogations. Bref. Franchement, la fin est plutôt satisfaisante au niveau de la résolution.
au niveau de la résolution, au niveau de l'histoire, au niveau de la résolution, au niveau de l'exécution, un peu long comme je vous dis, enfin pas long la scène de résolution, mais long la façon d'y arriver. Je suis contente d'avoir découvert La Plume de l'Autrice et ce sera avec grand plaisir que du coup je lirai, j'espère bientôt, Le Dieu Oiseau, qui est donc le livre que j'ai de l'autrice dans ma palle des 26 livres pour 2026, donc j'ai un objectif clair pour elle. C'en est donc tout pour les livres que j'ai pu lire au mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue. Je m'excuse, à chaque fois que je dis non mais je vais faire court, je fais jamais court. J'espère que mes résumés sont à peu près compréhensibles parce que je me rends compte que sur les livres que j'ai lus depuis un petit bout de temps, en fait, c'est au fur et à mesure que je vous fais le résumé que j'ai des souvenirs qui me reviennent en mode ah mais oui, il se passait ça aussi. Donc, désolée, je m'en excuse si c'est pas très clair. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez en barre d'infos les liens vers tous les livres que je vous présente. Donc, si jamais vous êtes intrigué par un ou plusieurs des titres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à aller voir, au moins pour lire le résumé qui sera sûrement, et c'est certain, beaucoup mieux formulé que ce que j'ai pu vous faire. Donc voilà, à chaque fois. Ça sera plus simple pour vous si y a des zones d'ombre sur les résumés. En tout cas, j'espère que mes avis ont pu vous aiguiller sur vous-même, savoir si vous étiez intéressé pour lire un ou plusieurs des romans que je vous ai présentés, si vous étiez d'accord ou pas, si on a les mêmes goûts ou on a le même avis du moins sur un ou plusieurs de ces bouquins. Dites-moi tout ça en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous y retrouve à chaque fois et j'espère que vous avez fait de belles lectures au mois de mars. Comme je vous dis, moi ça a été quand même relativement un bon mois, il y a eu des petits loupés, mais d'un point de vue global, je suis très contente des livres que j'ai pu lire et que j'ai pu sortir de ma palle. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!